le programme de l'Union populaire porté par Jean-Luc Mélenchon est le seul programme finalement qui a la moyenne des points, puisque sur ces 40 revendications, on arrive à une moyenne de 20 sur 40. C'est le seul qui atteint 30 sur 40. Tous les autres sont en dessus de la moyenne et j'ai envie de dire sont aux alentours de 13 à 16 points sur ce listing. C'est assez représentatif finalement de l'investissement en santé des différents autres partis, en particulier les partis de droite, le parti de M. Macron, et puis les partis de l'extrême droite qui ne sont finalement pas tellement intéressés par la santé des Français, plutôt pour réduire l'accès aux soins d'urgence des étrangers ou des gens qui sont sur notre territoire, réfugiés politiques par exemple, mais la santé des Français ne les intéresse pas. Je m'apprête désormais à recevoir le professeur Laurent Tinès. Laurent Tinès est neurochirurgien à Besançon. Il est aussi poète par passion. Il s'est fait connaître du grand public en s'opposant publiquement aux armes sublétales comme le LBD ou d'autres et en défendant les gilets jaunes aux prises avec la violence d'État. Aujourd'hui, il s'engage dans le cadre de la présidentielle aux côtés de l'Union populaire. Pourquoi? Comment? C'est pour répondre à ces questions qu'il est avec nous aujourd'hui par le biais de la visio. Bonjour, professeur Tinès. Bonjour, bonjour. Merci de vous rendre disponible malgré toutes vos occupations. C'est vrai que ça n'a pas été simple cette semaine. Moi, je ne suis pas un médecin de plateau télé, donc je suis sur le terrain et puis j'essaye de caler entre deux toutes ces actions dont vous avez parlé. Voilà. Alors, je voudrais qu'on commence, si vous le permettez, par évoquer le bilan d'Emmanuel Macron, le président sortant, en matière de politique sanitaire et hospitalière. Écoutez, je pense que les Français, les gens qui nous écoutent ce matin, le constatent en fait dans leur vie quotidienne. L'état de notre système de santé, il est en déshérence totale. L'hôpital est en train de s'effondrer et on voit que ces 5 dernières années ont été vraiment un accélérateur dans la dégradation à la fois de la couverture de notre système de santé sur le territoire, avec la fermeture de nombreux hôpitaux de proximité, le non-remplacement des généralistes qui partent à la retraite, et puis l'effondrement de l'hôpital. Et c'est un peu facile d'accuser le Covid de tous les maux, si vous voulez, dans la mesure où on l'a vu encore sur ces 5 ans, il y a quand même eu 17 800 lits d'hôpitaux qui ont été supprimés, dont plus de 5 000 pendant la crise du Covid. Donc, on voit bien que ce gouvernement, ce plan de la gestion de nos systèmes de santé n'a pas l'intention de changer de cap et va continuer on va dire, cette dégradation du système public de santé pour le faire dériver tranquillement vers un système d'hospitalisation privé où, bien entendu, les grands perdants seront les gens qui ont le moins de moyens. Voilà. Vous pensez vraiment que c'est ça le projet, faciliter la prise en main du système de santé par le privé? De toute façon, la politique qui est appliquée à l'hôpital, déjà, c'est une politique de privatisation, puisqu'on voit qu'on on gère l'hôpital comme une entreprise. On réduit les coûts au maximum et la principale mesure pour réduire les coûts, c'est de supprimer des personnels. Supprimer des personnels, c'est supprimer des lits. Et supprimer des lits, c'est réduire l'accès aux soins in fine. On l'a vu, on a beaucoup manqué de lits de réanimation pendant cette crise du Covid. Et là, on entend M. Véran nous dire « Ah, il aurait fallu augmenter les lits de réanimation ». Oui, il aurait fallu ne pas supprimer 5 000 lits pendant la pandémie, en fait. La privatisation, oui, on voit bien que les urgences maintenant vont être payantes. Quand vous allez aux urgences et que vous n'aurez pas, soi-disant, de motif d'hospitalisation lié à votre séjour aux urgences, vous allez payer un forfait. Et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont, avant d'aller aux urgences, parfois pour des problèmes graves, personne n'est capable de faire son autodiagnostic. Ne vont peut-être pas aller aux urgences alors qu'ils ont eu un infarctus du myocarde ou un AVC qui est en train de se mettre en place. Donc je crois que oui, la stratégie, vraiment, c'est ce qui s'est passé dans tous les services publics. On l'a vu pour la SNCF, on le voit aussi maintenant pour l'école.
Hein, on est en train de uberiser et privatiser tranquillement toutes les institutions publiques. C'était pareil pour Orange, c'est pareil pour EDF, GDF. Et le prochain chantier, c'est la santé et l'enseignement, ça c'est très clair. Et le but, c'est de transformer petit à petit les hôpitaux publics en des instituts semi-privés, ce qu'on appelle les ISPE, et qui seront à but non lucratif, mais où il y aura une part de plus en plus importante d'investissement personnel des malades dans leur coût d'hospitalisation. Et nous, on est vent debout contre ces mesures qui sont inégalitaires. Alors vous êtes neurochirurgien, a priori vous exercez une profession qui vous met à l'abri du besoin, mais vous vous êtes engagé notamment contre les armes sublétales mises à disposition de la police, les LBD et autres. Pourquoi? Vous savez, moi, depuis que je suis gamin, je suis contre les injustices en général. Et effectivement, comme vous le soulignez, moi, j'ai une situation, on va dire, privilégiée par rapport à mon statut social et économique, on va dire. Mais comme on le dit, moi, je ne peux pas être heureux dans un océan de malheur. Moi, je vois la situation des gens au quotidien. Je vois ces gens qu'on appelle, que M. Hollande appelait les sans-dents à l'hôpital. C'est des gens qui n'ont pas les moyens d'aller se faire des frais dentaires ou des prothèses dentaires et qui vivent dans des conditions de vie très difficiles. Et puis, je vois les difficultés du quotidien des patients à l'hôpital, les situations personnelles, familiales, professionnelles. Vous savez, nous, en neurochirurgie, on a beaucoup de patients qui ont des problèmes musculo-squelettiques, en particulier au niveau de la colonne vertébrale, tous ces travailleurs de l'industrie, les travailleurs du bâtiment et les travailleurs de la santé qui sont victimes de ces accidents professionnels. Et donc, partant de là, si vous voulez, moi je pars du principe qu'on doit aider ces gens, lutter contre ces inégalités sociales, alors qu'on est dans un pays extrêmement riche. On voit aujourd'hui 5 personnes en France possèdent plus que 30% de la population, si vous voulez, sur le plan financier. Donc, c'est plus tenable. Et donc, moi, quand j'ai vu ce mouvement des Gilets jaunes, j'ai trouvé que c'était un formidable élan social qui remettait du débat, qui remettait de la discussion, qui remettait des sujets très importants comme le partage des richesses, qui remettait des sujets importants comme la démocratie participative qui nous fait tant défaut ces dernières années. Et donc, c'est tout naturellement, si vous voulez, que moi j'ai accompagné ce mouvement qui me paraissait tout à fait juste, légitime, de gens qui sont dans des difficultés du quotidien et qui souhaitent améliorer leurs conditions de vie, pas que pour eux, mais pour tous les Français. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai suivi ce mouvement. Et c'est vrai que fin 2018, début 2019, quand j'ai vu cette épidémie, on peut le dire, d'éborgnement dans les rues de France, puisque maintenant il y a eu plus de 35 personnes qui ont été éborgnées, plus de 400 à 500 personnes qui ont été mutilées, parce qu'il y a des gens aussi qui ont eu des crânes fracassés. Moi, j'ai vu ça sur des manifestants qui ont reçu des tirs de LBD dans la tête. Ces LBD sont des armes de guerre, hein, il faut bien le dire, sont classifiées comme telles. Et quand j'ai vu des gens blessés par des grenades avec des éclats dans les bras, dans les yeux, des éclats métalliques de ces grenades, je veux dire, moi en tant que médecin, je ne pouvais pas ne rien faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé cette pétition qui a recueilli maintenant 185 000 signatures tout de même, qui a permis de mettre sur le tapis cette problématique des armes sublétales, les LBD, les grenades, que nous devons interdire. Et nous avons été condamnés d'ailleurs par le Parlement européen et par l'Union européenne et par l'ONU pour l'utilisation de cet arsenal de guerre que l'on utilise contre la population civile en fait en France. Alors vous avez établi un comparatif des propositions des différents candidats à la présidentielle. Quelle a été votre méthodologie et quels sont vos résultats? Si vous voulez, dans le cadre de cette présidentielle, moi, je me suis intéressé à faire vraiment un comparatif des programmes des 12 candidats. Donc, vous pouvez retrouver ça sur mon blog Mediapart. La méthodologie, elle est très simple. En fait, j'ai repris les revendications déjà des collectifs de soignants, puisque vous savez aussi que j'ai participé avec les collectifs de soignants depuis 3 ans maintenant dans la défense de l'hôpital public et du système de santé. Nous n'avons pas été vraiment entendus sur nos revendications et donc j'ai remis ces revendications dans ce tableau.
pour la médecine hospitalière. Pour la médecine hospitalière et de ville, j'ai repris les revendications de certaines associations et en l'occurrence aussi des revendications des Gilets jaunes. Et avec ça, on a eu 40 revendications sur lesquelles on a pu voir quels sont les candidats qui répondent à ces revendications finalement, puisque ça fait 3 ans qu'on manifeste Est-ce dans que vous les pouvez nous rues. donner des exemples de ces revendications? Bien sûr, donc ces revendications, si vous voulez, on a des revendications qui concernent l'hôpital. Donc, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est-à-dire supprimer l'hôpital entreprise, supprimer la T2A, La réouvrir des lits. tarification à l'acte. Pardon? La tarification à l'acte, T2A. Voilà, la tarification à l'acte qui est une façon de transformer vraiment l'hôpital en une usine en fait qui va fabriquer du soin. Et donc quand vous fabriquez du soin, quand vous faites un acte médical, maintenant vous avez un prix de journée et un coût qui est attribué à cet acte et qui va être éventuellement rémunéré. Sauf que les prix de rémunération sont figés ou parfois vus à la baisse. Et donc c'est comme ça que les hôpitaux finalement perdent de l'argent sur leur enveloppe globale annuelle. Voilà, donc dans ces revendications, il y a aussi un plan d'embauche de 100 000 infirmiers dans les 3 ans. C'est des revendications qui sont juste légitimes. Quand on voit la fuite des infirmiers de l'hôpital, il faut savoir qu'à l'heure où on parle, il y a 60 000 soignants qui sont soit en arrêt, soit qui ont quitté l'hôpital. Vous savez qu'il y a 15 000 soignants qui ont été suspendus parce qu'ils n'ont pas voulu faire la vaccination, alors que ces gens-là, on leur a demandé de venir travailler malades pendant le Covid, sans moyens de protection, si vous voulez, et maintenant ces gens-là sont stigmatisés et suspendus alors qu'on manque tant de soignants. D'autres revendications, comme la revalorisation des salaires, on l'a bien vu, ce gouvernement n'a donné qu'une aumône qui a permis de passer de la 28e place dans l'OCDE à la 18e place dans l'OCDE. On est quand même en milieu de tableau alors qu'on est un pays riche, et puis on demande aussi une augmentation des conditions de travail, qu'il y ait plus de démocratie aussi dans l'hôpital, c'est-à-dire que les soignants, tous les soignants et même les paramédicaux, mais aussi les patients puissent donner leur avis sur des plans d'orientation de la politique hospitalière. Pour la ville, il y a des revendications sur la démographie médicale, la suppression du numerus clausus, éviter les déserts médicaux. Et puis, vous en avez parlé tout à l'heure avec le Mediator, mais il faut aussi qu'on ait une indépendance dans le domaine du médicament. On l'a bien vu pour le Covid. En France, on est la patrie de Pasteur. On n'a pas été capable, pendant cette pandémie, de produire un vaccin efficace. Et là, on voit encore que Sanofi va toucher des milliards, alors que Sanofi, pendant la pandémie, a supprimé 400 postes dans ses activités recherche. Donc ça Alors, n'est plus tenable. Donc on retrouve tout ça dans cette étude. alors, quels sont les résultats de cette étude? Écoutez, les résultats sont très simples. C'est que le programme de l'Union populaire porté par Jean-Luc Mélenchon est le seul programme finalement qui a la moyenne des points, puisque sur ces 40 revendications, on arrive à une moyenne de 20 sur 40. C'est le seul qui atteint 30 sur 40. Tous les autres sont en dessus de la moyenne et j'ai envie de dire sont aux alentours de 13 à 16 points sur ce listing. Et donc, si vous voulez, quand on s'intéresse à la santé, quand on s'intéresse aux conditions d'hospitalisation, quand on s'intéresse aux déserts médicaux qui font tant souffrir les Français dans leur quotidien, et qu'on regarde le comparatif des programmes qui est factuel, si vous voulez, et d'ailleurs, il y a les liens pour tous les programmes des partis sur cette publication, les gens peuvent vérifier les informations, on voit que le seul programme qui va vraiment défendre la santé, c'est le programme de l'Union populaire. Donc moi, si vous voulez, en tant que soignant, si vous voulez, moi, mon choix, il est simple et il est fait, si vous voulez. Alors, donc, l'Union populaire est loin en haut. Et qui sont, disons, les challengers en termes de programmes, de propositions Donc les deux challengers finalement dans l'engagement global en santé, si vous voulez, sont ELV qui atteint un score de 14 sur 40 et ensuite le PCF qui est à 13 sur 40 si vous voulez. Donc vous voyez, il y a un gap énorme entre les programmes et je pense que c'est assez représentatif finalement de l'investissement en santé des différents autres partis, en particulier les partis de droite, le parti de M. Macron, et puis les partis de l'extrême droite, qui ne sont finalement pas tellement intéressés
par la santé des Français, plutôt pour réduire l'accès aux soins d'urgence des étrangers ou des gens qui sont sur notre territoire, réfugiés politiques par exemple, mais la santé des Français ne les intéresse pas. Alors, le milieu des médecins est un milieu plutôt conservateur et de droite. Pourtant, alors que vous dites que les candidats de droite et d'extrême droite, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen, ne sont pas très intéressés par l'hôpital public. Comment vos collègues vivent-ils cet engagement et comment on peut expliquer que justement le milieu médical soit plutôt attiré par le vote de droite? Ben écoutez, je ne sais pas si c'est. Je pense que les choses sont en train de bouger. Je pense que vous avez raison de dire que le milieu médical, du fait de l'origine sociale, hein, puisque Bourdieu avait raison, beaucoup de gens qui sont dans des milieux, des professions de ce type viennent de milieux sociaux aisés et donc ont plutôt tendance à voter à droite. Maintenant, il y a beaucoup de tribunes maintenant qui sortent de soignants et de médecins qui soutiennent la candidature de Jean-Luc Mélenchon de l'Union populaire et qui montrent que finalement les revendications qu'on porte sont des revendications de gauche, entre guillemets, qui sont juste des revendications de bon sens qui permettent de remettre de l'égalité entre les Français dans l'accès aux soins. Et je pense que petit à petit, mes collègues se rendent compte des enjeux et puis que la politique qui est menée est contre nature, en fait. Voilà. Et est-ce que ce mandat, le mandat d'Emmanuel Macron, de manière spécifique, a été un détonateur d'une certaine prise de conscience et pourquoi, si ça a été le cas? Une prise de conscience dans quel domaine? Une prise de conscience des médecins, en fait, de ce que, bon voilà, leur inclinaison naturelle était finalement contredite par une sorte d'accélération néolibérale à laquelle on assiste. Oui, on le voit au quotidien. Moi, je peux vous dire que dans notre hôpital, et encore, on n'est pas un des hôpitaux les moins bien lotis de France, mais on est encore à supprimer des vacations opératoires parce qu'on n'a plus assez de personnel de bloc opératoire. On a des lits qui sont fermés parce qu'on a des difficultés à remplacer les personnels quand ils sont en arrêt maladie, en congé maternité, en formation, etc. Donc on voit bien que notre quotidien est impacté par ces mesures libérales. Nous, on sent au quotidien que les taux se resserrent et les mesures qui ont été proposées par le gouvernement Macron suite aux nombreuses manifestations et parce qu'ils n'ont pas eu le choix finalement, puisqu'il y a eu un tel engouement populaire autour de ces manifestations suite au Covid, qu'ils ont dû lâcher des choses en fait. Mais on voit bien que ces mesurettes qui ont été proposées ne sont pas en l'état actuel en mesure de inverser le cours des choses qui est pour moi le plus grave, c'est la fuite des soignants de l'hôpital. Il faut savoir qu'il y a 30% des jeunes diplômés infirmiers qui abandonnent leur métier dans les 5 ans. Donc c'est vraiment qu'il y a un problème structurel et de fond dans la qualité de vie au travail à l'hôpital qui est dû à toutes ces dégradations en fait et ces réductions de personnel qui augmentent la charge de travail. Et on voit bien que les mesures qui ont été proposées ne sont pas à la hauteur. On nous propose 19 milliards sur 10 ans, vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on va avoir 1,9 milliard par an pour l'hôpital, alors qu'en fait, avec l'ONDAM, c'est-à-dire l'objectif national des dépenses de santé, on nous oblige de facto à faire 1,2, 1,7 milliard d'économies annuelles parce qu'on ne prend pas en compte, si vous voulez, l'inflation des coûts hospitaliers. Donc en fait, tout le monde se rend bien compte de ça. Je pense que les choses bougent. Je pense qu'il y a beaucoup de soignants qui, en comparant ces programmes, vont aussi prendre conscience que il y a des partis qui défendent un système de santé équitable et puis d'autres qui défendent juste la privatisation de l'hôpital public. Avant ce direct, vous m'avez dit, et même au début de ce direct, vous avez dit que vous n'avez pas beaucoup de temps parce que vous travaillez beaucoup et que vous n'êtes pas un expert des plateaux de télé. Avec la crise sanitaire, on a beaucoup parlé médecine et santé publique sur les plateaux. Et manifestement, la tonalité générale ne vous a pas convenu, hein. Pourquoi? La tonalité générale? Ne vous a pas convenu de la discussion des plateaux de télé Ah, sur... non, c'est pas ça. C'est que je pense que il y a beaucoup de gens qui se sont permis de prendre des positions très anticipatoires sur l'évolution de cette épidémie, sur
l'efficacité des mesures sanitaires, etc. Et puis, je pense que ça contribue un petit peu à décrédibiliser par moment la parole scientifique et médicale. Bon, après, il y a des gens qui sont très compétents sur ces sujets-là, qui peuvent prendre la parole. C'est vrai que c'est des sujets compliqués. On voit que c'est pas simple. Cette épidémie n'est pas simple. On voit qu'on n'en est pas encore sorti, qu'il y a une recrudescence des cas. On voit que les vaccins ont été prometteurs pour les formes graves et pour les patients fragiles, mais que finalement, dans la durée, l'efficacité du vaccin laisse à désirer. Bon, vous voyez que on ne peut pas avoir des positions arrêtées comme ça, péremptoires, et qui ne prennent pas en charge la globalité de la problématique. Bon. Mais je pense que c'est aussi important parfois sur certains sujets. Moi, j'étais intervenu sur les armes sublétales, que les médecins se positionnent quand il y a une atteinte vraiment à la santé publique, avec comme l'usage de ces armes. Et d'ailleurs, je souligne que le programme de l'Union populaire est le seul programme qui promet d'interdire ces armes en France. C'est quand même fou que des partis comme le Parti communiste français ou Europe Écologie Les Verts ne proposent pas l'interdiction de ces armes qui sont des armes indignes et qui sont utilisées que dans très peu de pays en Europe, en fait. Donc, il y a vraiment un problème de doctrine policière au sujet de ces armes, et c'est un problème de santé publique. Donc, je pense que parfois, certains médecins peuvent prendre la parole, et d'ailleurs, il y a 35 ophtalmologistes qui ont signé une tribune pour dénoncer les éborgnements en France liés au LBD. Merci Laurent Tinès. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine, neurochirurgien à Besançon, et que vous avez décidé de vous engager aux côtés de l'Union populaire après savoir comparer les propositions des différentes écuries en matière de santé publique.